Le résultat, c'est une lente érosion de notre tolérance à l'effort mental. L'intelligence artificielle ne va pas simplement transformer nos vies. Elle est déjà en train de le faire, à une vitesse qui dépasse la capacité de la plupart des gens, y compris ceux qui la conçoivent, à en mesurer les conséquences. Et contrairement à la vision utopique qu'on nous vendait il y a quelques années, cette transformation ne ressemble pas vraiment à une libération. On nous disait que l'IA allait nous débarrasser des tâches pénibles, répétitives, chronophages, pour que les humains puissent se consacrer à ce qu'ils font de mieux, créer, ressentir, réfléchir, imaginer. Mais ce qu'on observe, c'est l'inverse. Les premières professions touchées ne sont pas seulement les postes d'entrée de gamme ou les boulots mécaniques. Ce sont les artistes, les écrivains, les illustrateurs, les compositeurs, les comédiens de doublage, les scénaristes. Ceux dont le travail est justement de produire du sens, de la beauté, de l'émotion. Aujourd'hui, en quelques secondes, on peut générer une image époustouflante, une chanson, un poème, une voix, un visage. Et tout cela sans payer personne, sans temps de travail, sans dialogue humain, sans intention profonde. Juste un prompt bien tourné. Le public ne distingue plus toujours ce qui est humain de ce qui est généré. Et très vite, ce ne sera même plus un critère. Ce qui comptera, ce sera la vitesse, le volume, la rentabilité. Pour beaucoup, les artistes deviennent un luxe, un caprice nostalgique, un vestige d'un monde où l'on valorisait encore l'effort derrière la création. On pensait que la créativité humaine était irremplaçable. Que le vécu, l'émotion, l'inspiration personnelle seraient des frontières naturelles que la machine ne pourrait pas franchir. On s'est trompé. Ou plutôt, on a sous-estimé à quel point l'industrie se fiche de ces frontières tant que le résultat semble convaincant, tant qu'il attire les clics, tant qu'il fait le job. L'intelligence artificielle n'a pas besoin de comprendre ce qu'elle crée. Elle imite, elle mélange, elle reproduit. Et pour un marché obsédé par la quantité, par la rapidité, par le moindre coût, c'est largement suffisant. Ce qui est inquiétant, c'est que cette dynamique ne s'arrête pas à l'art. Elle touche aussi l'écriture journalistique, la recherche, l'analyse de données, le service client, la traduction, la programmation. Toutes les tâches que l'on pensait protégées par une forme de complexité intellectuelle ou émotionnelle sont en train d'être grignotées. Lentement mais sûrement. Et ceux qui restent en poste doivent souvent s'adapter à un environnement où l'IA n'est plus un outil, mais une référence. Une norme de productivité impossible à égaler. On ne vous demande plus d'être créatif. On vous demande de valider, d'ajuster, de superviser la machine. Et c'est une forme d'érosion invisible de la dignité professionnelle. Ce n'est pas de la résistance au progrès. Ce n'est pas un refus de la technologie. C'est une alerte sur ce qu'on est en train de perdre, l'espace pour créer sans pression industrielle, le droit à l'imperfection, le temps long, le regard singulier. Si tout devient prédictible, optimisé, calculé, qu'est-ce qu'il reste de notre rapport au monde? Si les histoires qu'on lit, les images qu'on admire, les musiques qu'on écoute, sont toutes générées par des modèles formés sur nos propres créations passées, où se situe encore l'humain dans tout ça? Pas dans la création. Juste dans la consommation. Et pendant ce temps, le discours dominant continue de vendre l'IA comme une solution miracle. Comme un allié. Comme une avancée inévitable, donc forcément positive. Mais pour beaucoup, elle devient surtout un signal de fin. Fin de carrière. Fin de reconnaissance. Fin de sens. Parce qu'on ne parle pas seulement d'emplois supprimés. On parle de fonctions humaines qui perdent leur valeur aux yeux du marché. Il est encore temps de réfléchir à ce que nous voulons faire de cette technologie. Mais cela suppose d'avoir le courage de remettre en question la direction actuelle. D'imposer des limites. De défendre certains espaces comme fondamentalement humains. Et surtout, de cesser de croire que le progrès technologique est toujours synonyme de progrès humain. Parce que si on ne fait rien, le monde qui s'annonce sera peut-être plus rapide, plus efficace, plus optimisé, mais il sera aussi plus vide. Il y a des choses que l'humanité n'aurait jamais dû concevoir.
Les mines antipersonnelles en font partie. Ce sont des armes qui ne font aucune distinction, qui ne choisissent pas leur cible, qui attendent patiemment pendant des années, voire des décennies, prêtes à arracher un membre, une vie, un avenir à la moindre pression d'un pied. Elles sont lâches dans leur efficacité. On les pose, on les oublie, et ce sont les innocents qui paient le prix. Ce qui me hante, ce ne sont pas seulement les souvenirs de ces terrains que nous devions traverser, pas les détonations, pas même les blessures. C'est cette image que je ne peux pas effacer, des enfants, si jeunes, courant dans les champs, dans les ruelles, dans les bois. Des enfants qui savent ce qu'est une mine. Des enfants qui savent où poser le pied et où ne pas le faire. Des enfants qui ne jouent pas vraiment, mais qui survivent en jouant. Il y avait ce petit garçon dans un village dont je tairai le nom. Il avait appris à reconnaître les couleurs, les formes, les motifs sur les objets métalliques cachés sous la poussière ou l'herbe. Il savait que s'il voyait un morceau de plastique légèrement bombé ou une bosse inhabituelle dans le sol, il ne devait pas s'en approcher. Ce gamin avait à peine 7 ans. 7 ans. Il avait plus d'expérience dans la détection de mines que certains soldats fraîchement arrivés. Et tout le monde dans ce village trouvait cela normal. Pas par indifférence, mais parce qu'il n'avait pas le choix. C'était ça ou mourir. On parle souvent des séquelles de la guerre en termes de ruines, de pertes humaines, de traumatismes. Mais les mines antipersonnelles continuent la guerre longtemps après que les armes se sont tues. Elles tuent après les traités, après les cessez-le-feu, après les photos de réconciliation. Elles tuent quand les journalistes sont partis, quand le monde a tourné la page. Elles tuent les enfants qui n'ont jamais porté une arme, les femmes qui vont chercher de l'eau, les fermiers qui retournent à leurs champs, les familles qui veulent reconstruire. Il n'y a aucune justification possible. Même stratégiquement, même militairement. Une mine n'est pas une victoire. C'est une malédiction que l'on enfouit sous terre. C'est la peur que l'on plante avec des détonateurs. On ne gagne rien avec une mine. On laisse seulement derrière soi un héritage de souffrance. Aucun enfant ne devrait savoir ce qu'est une mine. Aucun enfant ne devrait savoir les éviter. Aucun enfant ne devrait survivre dans un monde où elles existent encore. Pourtant, des millions d'engins restent actifs aujourd'hui, dans des pays en paix, dans des zones redevenues civiles. Elles patientent. Et chaque jour, quelqu'un paie pour une guerre qui est censée être terminée. Pour moi, la pire invention, ce sont les réseaux sociaux algorithmiques. MySpace, à l'époque, ça allait. Pas d'algorithme, pas d'excès. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, tous ont intégré un système qui te montre toujours plus de ce que tu aimes, ou plutôt de ce que tu réagis le plus vivement. Et c'est là que tout a commencé à se détraquer. On pense souvent que les algorithmes sont neutres. Ce sont juste des lignes de code, des mathématiques, de la logique. Mais la vérité, c'est qu'ils sont écrits pour maximiser une chose, le temps d'attention. Pas l'information, pas la nuance, pas le dialogue. Juste l'engagement. Et dans ce système, ce qui choque, ce qui divise, ce qui met en colère, ce qui simplifie à l'extrême, a bien plus de valeur que ce qui apaise ou éclaire. Avant, on avait l'impression qu'Internet pouvait être une grande bibliothèque, un lieu d'échange, une agora. Maintenant, c'est devenu un dédale de miroirs. Ce qu'on voit, ce qu'on lit, ce qu'on croit, tout est renforcé, amplifié, reformulé pour qu'on s'y accroche plus fort. Tu likes une vidéo d'opinion? Tu en auras 10 de plus, puis 20, puis 100. Tu exprimes ton désaccord avec un tweet agressif? L'algorithme t'offre davantage d'indignation. C'est une machine à fabriquer des certitudes, pas à poser des questions. Et ça va loin. Au-delà des opinions politiques, des débats sociétaux, ça touche à la manière dont on voit les autres. L'algorithme ne t'aide pas à comprendre les gens différents de toi, il t'aide à les réduire à une caricature. Il ne te pousse pas à débattre, il t'encourage à t'indigner. Et quand les gens deviennent des avatars d'idées opposées, quand ils ne sont plus que des pseudos, des opinions figées, ils cessent d'être humains à nos yeux. On commence à se parler comme à des ennemis, même sans se connaître. Ce n'est pas un hasard si les réseaux sociaux sont devenus si toxiques.
Ce n'est pas la faute des utilisateurs seuls, ni même seulement des trolls ou des extrémistes. C'est structurel. C'est le cœur même de la machine qui fonctionne comme ça. Elle est programmée pour créer des bulles, pour nourrir les extrêmes, pour favoriser le clash plutôt que le lien. Je ne dis pas qu'il faut revenir à l'âge de pierre numérique. Mais il y a quelque chose de profondément malsain dans le fait que des milliards de personnes reçoivent chaque jour une version du monde façonnée non pas par la réalité, mais par ceux qui maximisent les clics. Et ceux qui maximisent les clics, ce n'est pas la complexité. C'est la colère. C'est la peur. C'est le nous contre eux. Les réseaux sociaux auraient pu être un outil d'émancipation, un moyen de comprendre les autres, de briser les murs. Aujourd'hui, ils sont souvent devenus des murs eux-mêmes. Des murs lisses, froids, conçus pour refléter notre propre visage en plus contrasté. Et dans ce reflet déformé, on perd peu à peu de vue les autres, puis soi-même. L'essence au plomb. Voilà une invention dont les conséquences ont été parmi les plus toxiques que l'humanité ait connues. Et son inventeur, Thomas Midgley Jr. N'en est pas resté là. Il est aussi l'homme à l'origine des premiers CFC, ces gaz réfrigérants qui ont, quelques décennies plus tard, percé un trou béant dans la couche d'ozone. Quand on regarde son œuvre dans son ensemble, on se rend compte qu'un seul individu, en poursuivant des solutions techniques à des problèmes industriels, a causé deux des désastres environnementaux les plus graves du XXe siècle. Le plomb dans l'essence, à l'origine, c'était une solution à un problème d'ingénierie. Les moteurs des premières automobiles faisaient des cliquetis, une combustion irrégulière qui nuisait aux performances. Plutôt que d'explorer des alternatives moins nocives, on a ajouté du plomb tétraéthyle. C'était efficace, bon marché, facile à produire. Et dès le départ, les effets nocifs sur la santé étaient connus. Les ouvriers qui manipulaient la substance tombaient malades, certains devenaient fous, d'autres mouraient. Les scientifiques tiraient la sonnette d'alarme, mais les industriels, General Motors et Standard Oil en tête, étouffaient les inquiétudes. Ils allaient même jusqu'à affirmer que le plomb n'était dangereux que dans des cas extrêmes, et que la population n'avait rien à craindre. Pendant des décennies, on a inhalé du plomb à chaque respiration dans les villes. Les enfants jouaient dans des rues où les gaz d'échappement déposaient cette poussière toxique. Les sols autour des axes routiers en sont devenus saturés. Des générations ont grandi avec du plomb dans le sang, avec toutes les conséquences que cela entraîne, troubles neurologiques, baisse du QI, problèmes de comportement, troubles du développement. On en voit encore les effets aujourd'hui, surtout dans les quartiers les plus pauvres, là où les routes étaient les plus fréquentées, là où la décontamination ne s'est jamais vraiment faite. Et comme si cela ne suffisait pas, ce même homme, quelques années plus tard, a mis au point les chlorofluorocarbures, ou CFC, pour les systèmes de réfrigération. Encore une fois, l'intention semblait bénéfique, remplacer les gaz inflammables et toxiques par une substance inerte, stable, apparemment sans danger. Mais ces gaz, une fois relâchés dans l'atmosphère, montent lentement jusqu'à la stratosphère, où ils interagissent avec les rayons UV et détruisent l'ozone, cette fine couche qui nous protège des radiations solaires les plus nocives. On a mis des décennies à comprendre ce qui se passait, à relier les effets observés à l'échelle mondiale à cette molécule que l'on pensait sans conséquence. Le trou dans la couche d'ozone n'est pas une image poétique. C'est un phénomène réel, mesurable, avec des impacts tangibles sur la santé humaine, les écosystèmes, les cycles biologiques. Ce n'est que grâce à un effort international sans précédent, le protocole de Montréal, que l'on a commencé à inverser les dégâts. Et même aujourd'hui, avec l'interdiction progressive des CFC, la réparation de la couche d'ozone prendra encore des décennies. Il y a dans cette histoire quelque chose de profondément dérangeant. Une sorte de tragédie industrielle. Thomas Midgley Jr. n'était pas un savant fou. Il était ingénieur, chimiste, inventif, brillant dans son domaine. Mais il incarne mieux que quiconque ce que peut produire une recherche technologique déconnectée des conséquences à long terme. Il n'a pas vu le mal qu'il causait, ou s'il l'a vu, il ne l'a pas écouté. Il poursuivait des solutions sans poser les bonnes questions. On aime se raconter que les grandes catastrophes viennent de la malveillance, de la guerre, de la haine. Mais parfois,
elles viennent simplement de l'ignorance institutionnalisée, de l'arrogance technologique, de la recherche de performance à tout prix. L'histoire de l'essence au plomb et des CFC devrait nous rappeler que chaque invention a une empreinte, et que l'impact ne se mesure pas seulement en efficacité immédiate, mais en héritage invisible. La lobotomie. Rien que le mot évoque une violence froide, déguisée sous un vocabulaire médical. Ce n'est pas seulement l'une des pires pratiques médicales jamais normalisées, c'est aussi un symbole de ce que la médecine peut devenir lorsqu'elle cesse d'écouter la souffrance humaine pour ne répondre qu'à une logique de contrôle, de simplification, et parfois même d'ambition personnelle. Et ce qui rend tout cela encore plus tragique, c'est que son principal promoteur, Antonio Egamoniz, a reçu un prix Nobel pour cette méthode. Une récompense prestigieuse décernée à un acte qui, rétrospectivement, ressemble plus à une mutilation qu'à une guérison. La lobotomie consistait à sectionner une partie des connexions du lobe frontal du cerveau, supposément pour calmer certains troubles mentaux. À une époque où la psychiatrie manquait de traitements efficaces, l'idée d'un outil chirurgical pour réinitialiser le comportement semblait presque miraculeuse à certains. On vantait ces résultats comme on parlerait aujourd'hui d'une avancée révolutionnaire. Des milliers de patients furent opérés, souvent sans leur consentement réel, parfois même sans anesthésie digne de ce nom, et dans beaucoup de cas, sans autre justification qu'un comportement jugé dérangeant. La réalité, c'est que cette opération ne guérissait rien. Elle rendait les patients plus calmes, oui, mais parce qu'ils étaient brisés. Apathiques. Incapables de ressentir, de s'exprimer, de réfléchir comme avant. C'était une lobotomie sociale autant que neurologique. On éliminait le symptôme en éliminant le sujet. On considérait la personne comme un problème à corriger, pas comme un être humain à soigner. Des adolescents, des femmes jugées trop nerveuses, des soldats traumatisés par la guerre, tous ont été soumis à cette procédure sous prétexte d'amélioration. En vérité, c'était un effacement. Et le plus glaçant, c'est qu'on a récompensé cela. Le prix Nobel. Le sommet de la reconnaissance scientifique. En attribuant ce prix à Moniz, on a gravé dans le marbre l'idée que cette méthode était non seulement légitime, mais admirable. Ce n'est pas seulement une erreur de jugement, c'est un aveuglement historique. Il faut se souvenir que beaucoup de médecins de l'époque savaient déjà que quelque chose clochait. Des voix s'élevaient. Des patients parlaient de leur souffrance. Mais la fascination pour la solution rapide, pour l'innovation chirurgicale, l'a emporté sur la prudence. Il ne s'agit pas ici de juger avec les yeux du présent, mais de reconnaître que cette pratique a été maintenue bien au-delà de toute justification médicale. On a préféré altérer irrémédiablement des cerveaux plutôt que d'investir dans des soins réels, dans l'écoute, dans la compréhension des troubles mentaux. La lobotomie a représenté, pendant trop longtemps, une manière de mettre sous silence des douleurs que la société ne voulait pas voir. Aujourd'hui encore, il reste des survivants de ces opérations. Des gens dont la vie a été radicalement transformée sans leur accord, souvent sans même que leurs proches comprennent ce qui leur était arrivé. Des existences figées, amputées de leur capacité à ressentir pleinement le monde. Et pendant ce temps, l'histoire a continué à honorer l'inventeur de cette pratique comme un pionnier de la psychiatrie moderne. Les prisons à but lucratif. Rien que cette idée devrait nous glacer le sang. L'idée que l'enfermement d'un être humain puisse générer des dividendes. Que la privation de liberté puisse devenir un modèle d'affaires. Que chaque cellule remplie puisse être comptabilisée comme un revenu. Voilà sans doute l'un des plus grands échecs moraux de notre époque, et pourtant, dans certains pays, c'est devenu un pilier du système carcéral. À la base, une prison devrait être un lieu de justice. Pas un lieu de profit. Elle devrait incarner un équilibre entre la sanction, la réinsertion, la protection de la société et le respect fondamental des droits humains. Mais lorsqu'on introduit l'intérêt privé dans cette équation, tout se déforme. On ne pense plus en termes de justice, on pense en termes d'occupation des lits, de rentabilité, de contrats publics, de taux de récidive maintenus à un niveau soutenable, pour que l'industrie continue de tourner. Car c'est bien une industrie. Une industrie qui fonctionne comme les autres,
elle a besoin de croissance. Elle a besoin d'un flux régulier de clients, c'est-à-dire de détenus. Elle a besoin de législation stricte, de politiques pénales sévères, de peines longues, de criminalisation étendue pour garantir sa survie économique. Et tout cela finit par influencer la manière dont les lois sont votées, les budgets alloués, les jugements rendus. On commence à voir apparaître des conflits d'intérêts partout, des lobbyistes qui poussent pour des peines plus dures, des quotas d'occupation de prison imposés par contrat, des juges corrompus qui envoient des jeunes en détention pour des infractions mineures. Et ce n'est pas de la théorie. Ce sont des faits. Des adolescents envoyés en prison pour des délits scolaires. Des mères incarcérées pour non-paiement d'amende. Des quartiers entiers surprésentés derrière les barreaux, parce qu'ils sont plus vulnérables, plus pauvres, moins protégés. Dans ce système, l'injustice devient rentable. L'exclusion devient une ressource. Mais ce n'est pas tout. Parce que dans une prison privée, la logique du coût minimal s'applique aussi. Moins de personnel qualifié, moins de soins médicaux, moins d'activités de réinsertion, plus de violence, plus de négligence, plus de souffrance invisible. Ce n'est pas un espace de réparation. C'est une machine à fabriquer du désespoir. Et quand on en sort, on est souvent brisé, isolé, sans ressources. Prêt à rechuter, parce que le système n'a jamais voulu qu'on s'en sorte. Ce qui est peut-être le plus dérangeant, c'est que ce système n'est pas né d'un complot ou d'une idéologie maléfique. Il est né de la logique froide du marché, de la privatisation, de l'idée que tout peut être optimisé, même la punition. Et dans un monde où les chiffres dominent tout, où les bilans financiers dictent les priorités, on a accepté que l'enfermement soit une ligne budgétaire comme une autre. Mais une société qui gagne de l'argent en privant les gens de liberté est une société qui s'est perdue. Qui a oublié que la prison ne devrait jamais être un objectif économique? Qui a oublié que chaque personne derrière les barreaux est une histoire, une trajectoire, une douleur, une possibilité de rédemption? Tant que la logique du profit primera sur celle de la justice, alors le système pénitentiaire ne sera pas un lieu de rétablissement social. Il sera un piège. Un piège bien huilé, bien financé, bien protégé. Un piège qui coûte cher aux humains, mais rapporte beaucoup à ceux qui n'y mettront jamais les pieds. La guerre chimique. C'est l'une de ces inventions que l'on aimerait croire reléguée au livre d'histoire, un cauchemar d'un autre temps, trop abominable pour être jamais répété. Et pourtant, elle hante encore notre présent. Elle plane comme une ombre, silencieuse, toxique, dans chaque recoin du monde où la mémoire commence à faiblir. Là où les cicatrices se referment trop vite. Là où les archives prennent la poussière pendant que les discours guerriers se font de nouveau entendre. Les armes nucléaires ont figé le monde dans la peur mutuelle. Ce sont des armes de fin, des leviers d'extinction, si démesurés que leur usage en est devenu presque tabou. Il a fallu une terreur partagée, un équilibre fragile basé sur la certitude que tout le monde y perdrait. Un pacte cynique, certes, mais un pacte quand même. La guerre chimique, elle, n'a jamais bénéficié de ce même respect tordu. Elle est restée dans l'ombre, discrète, opérable, utilisable. Parce qu'elle laisse des survivants. Parce qu'elle ne fait pas exploser des villes, mais pourrit les corps. Parce qu'elle tue lentement, aléatoirement, insidieusement. Et surtout parce qu'elle efface la frontière entre les soldats et les civils. Pendant la Première Guerre mondiale, les tranchées ont été les premiers laboratoires de cette terreur nouvelle. Le chlore, le gaz moutarde, le phosgène. Des substances conçues en laboratoire, appliquées aux champs de bataille comme des outils de terreur. Ce n'était pas une guerre d'honneur ou de stratégie, c'était une guerre d'asphyxie, de brûlure interne, de panique animale. Les survivants ne parlaient pas de courage ou de gloire. Ils parlaient de cris, d'yeux fondus dans les orbites, de camarades qui se débattaient dans la boue en suffoquant, de visages qui pendaient en lambeaux. Et ce n'étaient pas seulement les victimes qui en ressortaient brisées. Ceux qui appuyaient sur le bouton, qui ouvraient les valves, qui lançaient les obus, eux aussi sombraient. Certains désertaient. D'autres perdaient l'esprit. Il faut imaginer ce que c'est que de regarder un champ se recouvrir d'un brouillard jaunâtre, d'entendre les premiers hurlements, de sentir l'odeur âcre du métal et du sang,
de voir des enfants, car oui, des enfants, convulser sans comprendre ce qui les ronge. Personne ne ressort indemne de ce spectacle. Ni ceux qui le subissent, ni ceux qui l'exécutent. Et pourtant, malgré tout ça, il a fallu des décennies pour que le monde réagisse vraiment. La première tentative de régulation date de 1925, avec le protocole de Genève. Une étape, certes, mais sans réel pouvoir contraignant. Il a fallu attendre 1993 et la Convention sur l'interdiction des armes chimiques pour enfin instaurer un traité global, avec inspection, démantèlement, sanctions. Et encore aujourd'hui, ces armes refont surface. On les voit en Syrie. On les soupçonne ailleurs. À petite échelle, dans l'ombre, comme si certaines lignes avaient cessé d'exister. Le vrai danger aujourd'hui, ce n'est pas seulement leur existence. C'est l'oubli. C'est cette distance générationnelle qui transforme les horreurs en anecdotes. C'est la montée d'un cynisme politique qui considère ces armes comme des options parmi d'autres. C'est le retour d'un climat mondial où les conventions sont vues comme des obstacles, pas comme des garde-fous. On commence à entendre des discours qui relativisent, qui justifient, qui minimisent. Et c'est exactement ainsi que l'impensable revient. Ce qui me terrifie, ce n'est pas seulement que des enfants aient un jour la peau arrachée par un agent chimique. C'est qu'un adulte, quelque part, en soit venu à penser que c'était une décision stratégique valable. Les réseaux sociaux. Jamais auparavant il n'a été aussi facile pour des personnes ignorantes, crédules, ou simplement mal informées de se retrouver entre elles, de se renforcer mutuellement, et de transformer leur opinion personnelle en une voix collective qui prétend avoir le même poids que des faits, des connaissances ou de l'expérience réelle. Ce n'est pas seulement une question d'intelligence. C'est une question de filtrage. Là où, autrefois, une idée absurde restait cantonnée à un bar, un salon ou un cercle privé, aujourd'hui elle peut être relayée, amplifiée, transformée en vérité perçue, et atteindre des millions de personnes en quelques heures. C'est un changement d'échelle, mais aussi un changement de structure. Avant, avoir une plateforme, une tribune, cela impliquait d'avoir un certain niveau de compétence, de légitimité ou au moins de responsabilité. Aujourd'hui, il suffit d'un smartphone et d'un peu d'indignation pour devenir une voix entendue, partagée, virale. Le problème, ce n'est pas que tout le monde puisse parler. C'est que toutes les paroles se valent dans l'espace numérique, quel que soit leur fondement. Et pire encore, l'algorithme ne valorise pas ce qui est juste ou nuancé. Il valorise ce qui provoque, ce qui choque, ce qui polarise. Mais au-delà de cette production de bruit et de désinformation, il y a un autre effet, plus sournois encore, l'effondrement des compétences sociales. Les vraies. Celles qui consistent à écouter sans répondre immédiatement. À observer les expressions du visage. À tolérer l'ambiguïté. À gérer un désaccord sans humilier. À respecter le silence dans une conversation. Tout ça disparaît petit à petit, remplacé par des interactions digitales, des messages écrits à la va-vite, des réactions instantanées dictées par l'émotion et la dopamine. De plus en plus de gens ne savent plus tenir une conversation en face à face. L'anxiété sociale grimpe, les malentendus explosent, et beaucoup finissent par préférer le confort du clavier à l'inconfort de la rencontre réelle. Parce que sur les réseaux, on peut tout contrôler, l'image, le ton, le timing. On peut effacer, reformuler, masquer. Dans la vraie vie, il faut improviser, accepter d'être vulnérable, accepter le regard de l'autre. Et cette compétence-là, on est en train de la perdre. Le plus ironique, c'est que les réseaux sociaux ont été vendus comme des outils pour connecter le monde. Et en surface, c'est vrai. On peut parler à quelqu'un à l'autre bout de la planète en quelques secondes. Mais cette illusion de connexion masque une réalité bien plus triste, celle d'une solitude collective, amplifiée par des bulles algorithmiques et des comportements de foule. On est ensemble, oui, mais isolé. Visible, mais incompris. Entouré, mais seul. Le polystyrène expansé, plus connu sous le nom de styromousse ou styrofoam, mérite amplement sa place parmi les pires inventions du siècle dernier.
Il est léger, bon marché, isolant, et a pendant longtemps été vendu comme une petite révolution du confort moderne. Emballer un café chaud ou un plat à emporter dans un matériau capable de conserver la température, de résister à l'humidité et de peser presque rien, c'était parfait pour une société obsédée par la rapidité, la commodité et l'illusion d'efficacité. Mais ce confort a un coût que l'on n'a pas voulu regarder en face, jusqu'à ce qu'il devienne impossible à ignorer. Le vrai problème avec le styrofoam, c'est qu'il est conçu pour l'éphémère, mais qu'il dure presque éternellement. Ce qui est utilisé quelques minutes pour transporter un repas, contenir un café ou protéger un colis va ensuite polluer pendant des centaines d'années. Ce paradoxe est devenu un symbole de l'irresponsabilité industrielle, un objet dont la durée de vie utile se compte en minutes, et la durée de nuisance en siècles. Il ne se décompose pas vraiment. Il se fragmente. Il se casse en morceaux de plus en plus petits, jusqu'à devenir des particules microscopiques qu'on retrouve partout. Dans les sols, dans les rivières, dans les océans, dans les poissons, dans les oiseaux, et désormais même dans le sang humain, selon certaines études récentes. On s'en débarrasse, mais il ne disparaît jamais vraiment. Il change juste de forme, de taille, de lieu. Il devient invisible, mais pas inoffensif. Et ce n'est pas comme si l'utilité du produit justifiait ses conséquences. On parle de contenants jetables. Des objets que l'on pourrait fabriquer autrement. Des services que l'on pourrait rendre sans détruire des écosystèmes entiers. On continue pourtant à les produire en masse, souvent parce que c'est économique à court terme, parce que la chaîne logistique est déjà en place, parce que changer de modèle demande de penser autrement. Et c'est là le cœur du problème, on préfère souvent la commodité immédiate à la responsabilité à long terme. Ce qui me dérange le plus, c'est la banalité du geste. On prend un café dans un gobelet en polystyrène. On jette la boîte à emporter dans la poubelle. On ne regarde pas en arrière. On ne pense pas aux conséquences. Ce sont de petits gestes, répétés des millions de fois chaque jour, qui finissent par produire une montagne de déchets quasi indestructibles. Et dans la plupart des cas, les gens ne le font même pas par malveillance ou indifférence. Ils le font parce qu'on a normalisé ça. Parce qu'on leur a appris que c'était pratique, hygiénique, moderne. Mais il est temps de dire la vérité, ce n'est pas moderne. Ce n'est pas hygiénique à l'échelle planétaire. Ce n'est pas une question de confort. C'est une question de paresse systémique. Il existe aujourd'hui des matériaux biodégradables, des contenants réutilisables, des alternatives innovantes. Ce n'est pas la technologie qui manque. C'est la volonté. L'envie de sortir du cycle du jetable. Les paillettes. À première vue, c'est inoffensif. Mignon, festif, presque enfantin. Ça brille, ça accroche la lumière, ça évoque les fêtes, les déguisements, les moments légers. Mais derrière cette façade scintillante se cache l'un des fléaux les plus insidieux de la pollution moderne. Un désastre écologique en miniature, littéralement. Les paillettes, dans l'immense majorité des cas, sont faites de plastique. Du plastique découpé en fragments minuscules, souvent inférieurs à 1 millimètre. Une fois libéré dans l'environnement, ce qui se produit quasiment à chaque usage, car personne ne récupère les paillettes qu'il utilise, elles se répandent partout. Dans les sols, dans les eaux, dans les égouts, dans les rivières, dans les océans. Il est pratiquement impossible de les filtrer ou de les récupérer. Elles sont trop petites, trop légères, trop nombreuses. Et ce n'est pas une simple question de déchets esthétiques. Ces microplastiques ne se contentent pas de flotter gentiment dans la nature. Ils entrent dans la chaîne alimentaire. Ils sont ingérés par les poissons, les oiseaux, les mollusques. Ils passent de l'eau au plancton, du plancton au poisson, du poisson à notre assiette. Ils ne se dégradent pas, ou si peu, sur des échelles de temps ridiculement longues. Pendant ce temps, ils relâchent des additifs toxiques, perturbent les écosystèmes, s'accumulent dans les organismes vivants. Ce qui rend les paillettes encore plus agaçantes, c'est leur futilité. Personne n'a besoin de paillettes. Ce n'est pas une invention utilitaire qu'on aurait du mal à remplacer. Ce n'est pas un outil de survie ni une composante essentielle à une activité humaine fondamentale.
C'est un ornement, souvent utilisé une seule fois, pour quelques heures. Un maquillage de soirée, une décoration de fête, un emballage de cadeaux. C'est ce qui rend leur impact écologique si difficile à justifier. On pollue la planète pour un effet visuel temporaire. Pour briller sous une lumière artificielle. Pour poster une photo sur un réseau social. Et comme si ça ne suffisait pas, les paillettes envahissent aussi nos espaces privés. Une fois qu'on en a chez soi, il est presque impossible de s'en débarrasser. On en retrouve des jours plus tard dans les vêtements, les draps, les cheveux, les interstices du plancher. C'est devenu une sorte de mème dans la culture populaire, les paillettes ne partent jamais. Et si elles sont déjà aussi envahissantes dans nos maisons, imagine ce qu'elles deviennent à l'échelle planétaire. Certains essaient de proposer des alternatives biodégradables. Et c'est un début. Mais soyons honnêtes, le vrai changement, ce n'est pas d'inventer des paillettes moins pires. C'est d'apprendre à vivre sans. De reconnaître qu'on peut créer de la beauté, de la fête, de la fantaisie sans recouvrir le monde de plastique brillant. Les jeux Pay to Win, en particulier dans leur version mobile, représentent à mes yeux l'une des pires dérives qu'ait connue l'industrie du jeu vidéo. Ce n'est pas seulement une question de design ou d'équilibre. C'est une transformation en profondeur du rapport entre le joueur et le jeu lui-même. Une perversion du plaisir, de l'effort, du mérite. On a pris un espace autrefois construit autour de la progression, de la découverte et de la maîtrise, et on l'a redessiné autour d'un modèle économique qui récompense le portefeuille plutôt que la compétence. À la base, le jeu vidéo est censé être un espace de défi et de gratification. Tu t'investis, tu t'améliores, tu comprends les mécaniques, tu avances. Tu perds, tu recommences, tu grandis. C'est un cycle d'apprentissage, de frustration et de victoire. Et ça fonctionne parce que les règles sont les mêmes pour tous. C'est ça qui donne du poids à l'exploit, à la performance, au moment où tu bats ce boss ou tu gagnes ce match. Mais dans un jeu Pay to Win, ces règles s'effondrent. Il ne s'agit plus de surmonter les obstacles. Il suffit souvent de les contourner avec une carte bancaire. Ces jeux ne sont pas conçus pour être justes. Ils sont conçus pour frustrer juste assez pour pousser à l'achat. Tu veux améliorer ton personnage? Attends 12 heures, ou paie. Tu veux débloquer un item essentiel pour progresser? Tu peux le gagner, mais avec 0,2% de chance, à moins que tu ne dépenses quelques dizaines d'euros. Et une fois que tu paies, le jeu ne te remercie pas. Il ajuste. Il te ralentit ailleurs. Il crée d'autres murs, d'autres limites, d'autres tentations. Ce n'est pas un jeu. C'est un piège à engagement. Et ça va plus loin que la simple triche déguisée. C'est une mécanique qui exploite délibérément la psychologie humaine. Ces jeux sont construits avec des systèmes de récompenses variables, inspirés des machines à sous. Des sons, des lumières, des animations, des compteurs, des loot box, des événements limités dans le temps. Tout est fait pour générer un sentiment d'urgence, de rareté, de FOMO. Ils visent les esprits vulnérables, les joueurs impulsifs, les plus jeunes, ceux qui n'ont pas toujours les outils pour comprendre qu'ils sont manipulés. Et le plus pervers, c'est qu'ils sont souvent gratuits au téléchargement. On appelle ça du free-to-play, mais dans les faits, c'est surtout free-to-start. Le jeu s'ouvre comme un cadeau, puis il te montre petit à petit que si tu veux vraiment en profiter, il va falloir sortir la carte. Pas une fois. Pas deux. Mais encore et encore. Et à force de microtransactions, certains joueurs finissent par dépenser des centaines, voire des milliers d'euros, souvent sans même s'en rendre compte. Le résultat? Des jeux profondément déséquilibrés, où le plaisir disparaît derrière une barrière financière. Des communautés divisées entre ceux qui paient et ceux qui subissent. Des classements faussés. Des stratégies inutiles face à la puissance brute achetée. Et surtout, un modèle qui tue lentement l'esprit du jeu lui-même. Ce modèle domine parce qu'il est rentable. Il domine parce qu'il se nourrit du temps libre transformé en dépendance. Il se nourrit des joueurs qui veulent juste s'amuser, mais se retrouvent pris dans une mécanique addictive et opaque. Et pendant ce temps,
les studios qui résistent, qui proposent encore des jeux équilibrés, honnêtes, sont souvent étouffés par des algorithmes de store, invisibles sous la masse des clones, des copies, des produits calibrés pour le profit. On ne parle pas ici d'un petit problème de design. On parle d'une industrie qui, dans une grande partie du mobile, a cessé de créer des jeux pour créer des systèmes de monétisation déguisés. Des jeux qui ne veulent pas être terminés, mais prolongés indéfiniment. Pas pour qu'on s'y attache, mais pour qu'on y dépense. Les jeux vidéo méritent mieux que ça. Les joueurs aussi. Le sirop de maïs à haute teneur en fructose, c'est un peu comme une solution miracle devenue poison. Inventé pour être une alternative bon marché au sucre de canne, il a fini par s'infiltrer dans quasiment tout ce qu'on mange, souvent sans même qu'on s'en rende compte. Boissons gazeuses, sauces, pain de mie, céréales, plats préparés, vinaigrettes, snacks, il est partout. Invisible, discret, doux en bouche et redoutablement efficace pour déséquilibrer notre métabolisme. C'est une invention industrielle. Pas un ingrédient qu'on trouve naturellement ou qui serait utilisé dans une cuisine familiale. Il est né dans un laboratoire, pour répondre à une logique économique, produire un édulcorant à bas coût, à partir du maïs, culture subventionnée massivement aux États-Unis. Dès les années 1970, l'industrie agroalimentaire y a vu une aubaine. C'est plus stable, plus sucré, plus facile à manipuler. Et surtout, c'est moins cher. Résultat, les entreprises en ont mis partout. Par goût? Non. Par stratégie. Mais ce qui aurait pu être une astuce d'ingénierie alimentaire s'est transformé en bombe à retardement pour la santé publique. Car le corps humain ne traite pas le fructose comme le glucose. Le foie doit en assumer presque toute la charge. Et lorsqu'il en reçoit trop, il le transforme directement en graisse. Ce n'est pas juste une hypothèse, de nombreuses études ont montré un lien entre la consommation excessive de HFCS et l'augmentation de l'obésité, du diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires et même des troubles métaboliques chez les enfants. Le pire, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Le goût sucré du HFCS est subtil, moins intense que celui du sucre blanc, mais omniprésent. Il rend les produits plus addictifs, plus agréables, plus ronds en bouche. On mange davantage. On boit plus. Et comme le HFCS se cache dans des produits qui ne sont même pas censés être sucrés, comme certains pains ou sauces tomates, il devient presque impossible d'y échapper sans une lecture attentive des étiquettes. Ce n'est pas seulement une question de santé individuelle. C'est un choix de société. On a modifié la manière dont on nourrit des millions de personnes pour augmenter les marges de profit sur des produits de consommation de masse. Et aujourd'hui, on voit les conséquences. Des enfants qui développent des maladies métaboliques avant même l'adolescence. Des systèmes de santé qui croulent sous le poids des maladies chroniques. Une relation totalement faussée au goût, où les aliments bruts semblent fades face à cette intensité sucrée industrielle. Et comme souvent, ce sont les populations les plus précaires qui en paient le prix fort. Parce que les produits contenant du HFCS sont souvent les moins chers, les plus accessibles, ceux qui remplissent rapidement un estomac sans nourrir vraiment un corps. Il ne s'agit pas d'un choix éclairé, mais d'une contrainte sociale. On mange ce que l'on peut, pas ce que l'on veut. Le sirop de maïs à haute teneur en fructose n'est pas un poison immédiat. C'est une érosion lente. De la santé. Du goût. De la confiance entre les consommateurs et ceux qui produisent leur nourriture. Il représente parfaitement cette époque où la logique industrielle a fini par prendre le pas sur le bon sens nutritionnel. Où la promesse de l'abondance a dégénéré en excès. Où la nourriture est devenue un vecteur de profit plus qu'un bien vital à protéger. Les deepfakes sont l'une des inventions les plus troublantes de notre ère numérique. Elles marquent une rupture fondamentale dans notre rapport à la vérité. Une ligne invisible a été franchie, discrètement, sans que la plupart des gens ne réalisent à quel point cela change tout. Parce qu'à partir du moment où l'on peut créer des images, des vidéos, des voix, des preuves visuelles ou auditives indiscernables de la réalité, alors plus rien n'est vraiment fiable. Un deepfake, ce n'est pas juste un montage.
Ce n'est pas une imitation grossière. C'est une falsification d'une précision chirurgicale, souvent assez convaincante pour tromper l'œil humain, même attentif. Une personne disant quelque chose qu'elle n'a jamais dit. Un visage collé sur un autre avec un naturel effrayant. Une vidéo totalement fictive, mais qui semble prise sur le vif. Ce n'est pas seulement un outil de manipulation, c'est une machine à semer le doute, à fragiliser ce qui nous semblait autrefois évident, ce que l'on voit et entend. Il y a d'abord les usages immédiatement dangereux, ceux dont on entend parler le plus souvent. La pornographie non consentie, qui vise en particulier les femmes publiques, générée à partir de photos innocentes détournées. Les campagnes de désinformation, où des dirigeants ou personnalités sont montrés disant des choses qu'ils n'ont jamais dites. Les arnaques, où des voix synthétiques imitent à la perfection un collègue, un parent, un supérieur hiérarchique. Tout cela existe déjà, pas dans un futur dystopique, mais ici et maintenant. Mais ce qui rend les deepfakes vraiment effrayants, c'est qu'ils détruisent un pilier fondamental de la société, la confiance dans l'évidence. Jusqu'à récemment, une vidéo était une preuve. Une voix enregistrée était une trace. Une image était un témoignage. Ces éléments servaient à dénoncer, à informer, à rendre justice. Aujourd'hui, cette frontière est brouillée. Et ce qui est encore pire, plus les deepfakes deviennent convaincants, plus il devient facile de nier la réalité. Car s'il est possible de falsifier n'importe quoi, alors on peut aussi dire que tout est falsifié. Même ce qui est vrai. C'est le phénomène inverse qu'on appelle parfois le bias dividend, le dividende du menteur. Désormais, un responsable politique pris en flagrant délit sur une vidéo peut tout simplement dire que c'est un deepfake. Un accusé peut contester une preuve audio. Un complotiste peut noyer les faits sous des couches de contre-preuves fabriquées. On entre dans une ère où la confusion devient une stratégie. Où la vérité n'est plus un point fixe, mais un champ de bataille. Et cela ne touche pas que le monde politique ou médiatique. Cela touche aussi l'intime. Parce que bientôt, n'importe qui pourra être mis en scène, contre son gré, dans n'importe quelle situation compromettante. Une dispute, une infidélité, une agression inventée. Et les outils pour produire ces fabrications deviennent chaque jour plus accessibles. Une webcam, une IA, quelques photos suffisent. Ce pouvoir, mis entre les mains de gens malveillants, toxiques ou simplement désœuvrés, peut ruiner des vies. Ce n'est pas la technologie elle-même qui est maléfique. C'est l'absence de garde-fous. Le fait que cette capacité de simulation absolue soit arrivée dans nos vies sans discussion collective, sans cadre juridique clair, sans éthique partagée. On a ouvert la boîte de Pandore, fasciné par la performance, en oubliant de réfléchir à ce qui allait en sortir. L'obsolescence programmée est l'un des exemples les plus cyniques de la manière dont la logique capitaliste moderne peut tordre une idée aussi noble que le progrès technologique. Au lieu de concevoir des objets durables, évolutifs, réparables, des objets faits pour accompagner les gens dans le temps, on conçoit volontairement des produits qui vont se dégrader, devenir incompatibles, ou inutilisables bien plus tôt que nécessaire. Pas à cause d'un défaut technique ou d'une innovation majeure, mais par décision stratégique. Et c'est ça le cœur du scandale, cette obsolescence est intentionnelle. C'est une ligne dans un cahier des charges. Un choix rationnel. Un acte pensé. On pourrait construire des smartphones dont les batteries se remplacent en 2 minutes, des machines à laver qui durent 20 ans, des imprimantes qui ne bloquent pas à cause d'une puce, des ordinateurs qui ne deviennent pas lents à cause d'une mise à jour logicielle imposée. Mais on ne le fait pas. Parce que ce n'est pas rentable. Le modèle économique dominant repose sur le renouvellement constant. Il faut que le client rachète. L'écran devient moins réactif, le logiciel cesse d'être mis à jour, la batterie ne tient plus la charge, les pièces détachées ne sont plus disponibles. C'est une stratégie insidieuse qui transforme le consommateur en dépendant d'un cycle artificiel d'achat et de remplacement. Et ce système s'est tellement normalisé qu'on finit par croire que c'est une fatalité. Que les objets sont comme ça maintenant. Que c'est nous qui devons nous adapter. On blâme l'usage, le temps, le progrès technologique, alors que dans bien des cas, la dégradation a été anticipée, provoquée, automatisée.
Mais les conséquences de cette stratégie dépassent largement la simple frustration individuelle. L'obsolescence programmée est un désastre écologique. Chaque appareil qu'on jette, c'est des ressources extraites, des terres détruites, des énergies gaspillées, des polluants relâchés. C'est du cobalt, du lithium, de l'eau, du plastique, de l'acier. Tout ça pour finir dans une décharge ou brûler, souvent dans un pays pauvre, loin des yeux, loin des responsabilités. C'est aussi une forme de violence sociale. Parce que ce système impose à chacun le rythme effréné du remplacement. Ceux qui ne peuvent pas suivre se retrouvent avec des appareils qui ralentissent, des outils qui ne fonctionnent plus, des applications incompatibles. Et dans un monde où tout passe par la technologie, les démarches administratives, la communication, le travail, ne pas pouvoir renouveler ces équipements, c'est être exclu. On marginalise les gens en les condamnant à l'obsolescence. Ce n'est pas une question de nostalgie. Ce n'est pas de dire « c'était mieux avant ». C'est de dire « on pourrait faire autrement ». On pourrait créer des objets conçus pour durer. Pour être réparés, mis à jour, transmis. Il existe déjà des mouvements autour de ça, le droit à la réparation, les Fab Labs, les initiatives de reconditionnement, les logiciels libres. Ce sont des résistances, certes encore minoritaires, mais elles montrent qu'un autre rapport à la technologie est possible. Le système de santé à but lucratif est l'un des paradoxes les plus cruels de nos sociétés modernes. L'idée même qu'on puisse générer des profits à partir de la souffrance humaine, que la guérison devienne un service à acheter plutôt qu'un droit à garantir, que la vie soit conditionnée à la solvabilité d'un individu, est une absurdité morale autant qu'un échec politique. Il n'y a aucune raison, aucune justification logique, sociale ou éthique, pour que des gens s'endettent, s'appauvrissent ou renoncent à se faire soigner simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens. On ne parle pas ici de confort ou de luxe. On parle de soins essentiels. D'accès à une opération vitale. D'une boîte de médicaments. D'une ambulance. D'un traitement pour une maladie chronique. De la possibilité d'accoucher dans des conditions dignes. D'un rendez-vous chez un spécialiste avant que la situation ne devienne critique. Et pourtant, dans un système de santé orienté vers le profit, tout cela devient un produit comme un autre. Un marché. Un secteur rentable. Un terrain d'investissement. Les conséquences sont innombrables, et elles dépassent les simples statistiques. Il y a des millions de gens qui vivent avec une douleur constante parce qu'ils ne peuvent pas se payer un traitement. Des familles qui doivent choisir entre se soigner ou payer leur loyer. Des personnes qui hésitent à appeler une ambulance parce qu'ils savent que cela leur coûtera plusieurs centaines de dollars. Des gens qui repoussent un examen jusqu'à ce qu'il soit trop tard, non par négligence, mais par manque de moyens. Des malades chroniques qui réduisent volontairement leur dose de médicaments pour faire durer ce qu'ils ont pu s'offrir. Et pendant ce temps, les compagnies d'assurance engrangent des milliards. Les hôpitaux privés s'étendent. Les cliniques deviennent des entreprises. Les médicaments sont brevetés, non pour garantir leur qualité, mais pour maximiser leur exclusivité sur le marché. Les prix sont gonflés non en fonction des coûts, mais de ce que les gens sont désespérés au point de payer. C'est une économie de la souffrance, où la douleur humaine devient un levier de croissance. Ce qui est encore plus révoltant, c'est que ceux qui défendent ce système ont souvent recours à un langage de liberté, d'efficacité, de concurrence. Mais il n'y a rien de libre dans un choix entre vivre et s'endetter. Il n'y a rien d'efficace dans un système qui gaspille des milliards en bureaucratie administrative, en gestion de police d'assurance, en paperasse conçue non pas pour soigner, mais pour éviter de payer. Il n'y a pas de concurrence réelle quand les alternatives sont aussi inaccessibles qu'invisibles. Et ce n'est pas seulement un problème pour les pauvres. Tout le monde est vulnérable dans ce système. Une maladie grave, un accident, une perte d'emploi, une anomalie génétique, et soudain, même les plus précautionneux peuvent se retrouver à genoux. Le système n'est pas là pour amortir les coûts de la vie. Il est là pour rentabiliser les plus violents. Une société digne de ce nom ne devrait pas tolérer cela. Elle ne devrait pas accepter que la santé soit une marchandise. Elle ne devrait pas glorifier les profits générés par les hôpitaux comme s'il s'agissait de victoires économiques.
Elle devrait poser comme principe de base que toute personne, riche ou pauvre, jeune ou vieille, valide ou malade, a droit à une vie saine, à une mort digne, à un accès sans condition aux soins. Pas un droit soumis à un contrat. Un droit humain. Les smartphones. Difficile d'imaginer une invention plus ambivalente. D'un côté, un concentré de technologie, d'accès, de connectivité. Une petite boîte magique qui nous permet de communiquer avec n'importe qui, de n'importe où, de faire des recherches, de traduire, de créer, de se localiser, de travailler, d'apprendre. Et de l'autre, un dispositif devenu presque impossible à poser, qui façonne nos gestes, nos pensées, nos rythmes, nos relations. Un objet si pratique qu'il a fini par envahir chaque recoin de notre vie, jusqu'à devenir une extension de nous-mêmes. Le vrai problème, ce n'est pas qu'on ait inventé un téléphone intelligent. C'est qu'on ait cru que c'était une bonne idée de l'avoir dans notre poche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'instantanéité est devenue une exigence. Le silence, une anomalie. L'ennui, une chose à fuir à tout prix. Et avec cette disponibilité constante, c'est toute la logique des réseaux sociaux, des messageries, des notifications, des jeux, des likes, des vidéos courtes, qui s'est greffée à notre quotidien comme un bruit de fond devenu permanent. Avant, on se connectait à Internet. On ouvrait l'ordinateur, on allait chercher l'info, on choisissait d'entrer dans un espace numérique. C'était une action. Aujourd'hui, c'est un réflexe. Une absence d'action devient une excuse pour jeter un œil au téléphone. À l'arrêt de bus, dans une file, au lit, aux toilettes, pendant une conversation, parfois même pendant un film, on ne regarde pas son smartphone. On l'habite. On vit dedans. On consulte, on scrolle, on switch. Des dizaines, des centaines de fois par jour. Et les effets sont partout. On ne supporte plus l'attente. On perd l'attention. On devient nerveux sans notre appareil. L'esprit vagabonde moins, parce qu'il est toujours capté. L'imagination s'érode sous la saturation. Les moments deviennent fragmentés. La concentration devient rare. Lire un livre devient un effort. Regarder un film sans décrocher devient un exploit. On ne vit plus les choses avec présence, on les documente. On pense en stories, on cadre avant de ressentir, on vit pour être vu. Et surtout, on n'est jamais seul. Jamais vraiment. Parce qu'on est toujours potentiellement atteignable. Le téléphone vibre, éclaire, appelle, notifie. Il nous parle sans arrêt. Et ce bruit constant, même quand on croit le maîtriser, nous façonne. Il rend difficile l'introspection, le calme, la déconnexion profonde. Même en vacances, même en week-end, même à table. Ce n'est pas qu'on n'a plus de temps. C'est qu'on l'a rempli de petites attentions dispersées. Il y a aussi le poids social. Si tu ne réponds pas vite, tu es suspect. Si tu refuses une appli, tu es déconnecté. Si tu désactives tes notifications, tu rates quelque chose. On a lié la sociabilité à la disponibilité numérique. On est joignable en permanence, mais présent nulle part. On multiplie les échanges, mais on perd la profondeur. Les longues discussions deviennent des séries de messages brefs. Les émotions sont remplacées par des emojis. Les conflits s'enveniment plus vite, les malentendus explosent. Le ton est absent, les regards aussi. Il ne reste que le flux, rapide et souvent vide. Il faut le dire, on ne maîtrise plus nos téléphones. Ce sont eux qui nous maîtrisent. Non pas par une force obscure, mais par une accumulation de petits choix de design, de stratégies psychologiques, d'optimisation comportementale pensée pour capter notre attention, pas pour nous libérer. Ce n'est pas une conspiration. C'est une industrie. L'une des pires inventions de l'humanité, c'est sans doute le plastique à usage unique. Ce matériau, autrefois présenté comme un symbole de progrès, de commodité et d'efficacité industrielle, s'est transformé en une malédiction qui infiltre chaque recoin de notre planète. Ce qu'on avait conçu pour durer quelques minutes,
un emballage de sandwich, un gobelet de café, un film plastique autour d'un légume, persiste pendant des siècles. Il ne disparaît pas vraiment. Il se fragmente, se décompose lentement, se dissout parfois en particules si fines qu'elles échappent à l'œil nu, mais pas à notre environnement, ni à notre corps. Ces microplastiques ont été retrouvés dans les tréfonds des océans, dans les glaces de l'Arctique, dans les sommets montagneux où aucun humain ne vit en permanence, et plus récemment dans les organismes vivants eux-mêmes. Des particules ont été détectées dans le sang humain, dans le lait maternel, et jusque dans les embryons d'animaux et d'êtres humains. Cela signifie que la pollution plastique ne se contente plus d'être un désastre écologique visible, elle devient aussi un enjeu biologique intime. Ce qui était censé nous faciliter la vie finit par pénétrer littéralement nos cellules. Et pourtant, cette prise de conscience arrive avec une lenteur terrifiante. Le plastique à usage unique est encore partout, dans les supermarchés, dans les restaurants, dans les colis que nous recevons, dans les produits d'hygiène et de soins que nous utilisons quotidiennement. La majorité de ces objets ne servent que quelques secondes ou quelques minutes, mais les conséquences de leur production et de leur dégradation continueront de se faire sentir pendant des siècles. Ce ne sont pas seulement des morceaux de plastique qu'on laisse derrière nous, mais des altérations chimiques permanentes de nos écosystèmes. Les composés toxiques libérés par leur dégradation affectent la faune, la flore, les cycles naturels et potentiellement la santé humaine de manière encore mal connue. Ce qui est tragique, c'est que la solution est conceptuellement simple. Il suffirait d'arrêter d'en produire autant, de repenser nos habitudes, d'accepter un peu d'inconfort au quotidien pour éviter un désastre irréversible à long terme. Mais l'inertie collective, les intérêts économiques, la facilité d'accès et le manque de volonté politique forment une résistance tenace. On s'est enfermé dans un système où la commodité immédiate prime sur la durabilité. On sacrifie demain pour la commodité d'aujourd'hui, en sachant pertinemment que demain sera plus toxique, plus fragile, moins vivable. Le plastique à usage unique n'a jamais été un besoin fondamental. C'est un choix que nous avons accepté sans réfléchir aux conséquences. Et aujourd'hui, on commence seulement à mesurer l'étendue du désastre. Le napalm est l'une des créations les plus sinistres de l'ingéniosité humaine. Ce n'est pas simplement une arme, c'est une manifestation extrême de ce que peut produire un esprit focalisé sur l'efficacité destructrice. Sa composition chimique a été conçue pour adhérer à la peau, aux vêtements, aux surfaces, et brûler lentement, à une température si élevée qu'elle peut faire fondre la chair jusqu'à l'os. Il ne s'agit pas ici d'un simple instrument de guerre. Le napalm inflige une douleur prolongée, une horreur qui dépasse la mort elle-même. Ceux qui survivent aux brûlures ne sortent jamais indemnes. Leur corps porte les cicatrices à jamais, mais ce sont souvent les marques invisibles qui pèsent le plus lourd. Ce qui rend le napalm particulièrement monstrueux, c'est son usage historique contre des populations civiles. Les images du Vietnam, des villages entiers en feu, des enfants courant nus, le corps en flammes, font partie de l'héritage mondial de la honte. Ces scènes n'ont pas seulement choqué l'opinion publique de l'époque. Elles ont révélé jusqu'où les sociétés dites civilisées étaient prêtes à aller pour atteindre des objectifs géopolitiques. L'arme elle-même est devenue un symbole du mépris pour la vie humaine lorsqu'elle n'est plus perçue comme une fin mais comme un obstacle. Le napalm ne tue pas rapidement. Il piège, il punit, il terrorise. Les flammes qu'il génère ne sont pas seulement physiques, elles sont psychologiques. L'intention derrière cette arme est aussi importante que sa capacité destructrice, c'est une volonté de domination par la peur, de contrôle par la souffrance. Quand une arme est conçue pour maximiser non seulement l'efficacité militaire mais aussi la terreur, on dépasse le champ du combat conventionnel. On entre dans celui de la cruauté méthodique. Et pourtant, malgré tout cela, il a été produit, stocké, utilisé, perfectionné. Cela pose une question plus large sur la nature humaine, sur ce que nous considérons comme acceptable en temps de guerre, sur notre capacité à justifier l'indéfendable. Le napalm n'est pas une erreur isolée dans l'histoire des conflits. C'est un produit de l'intelligence humaine détournée vers la brutalité, une preuve que la science, sans conscience, peut donner naissance à l'inhumain dans toute sa froideur rationnelle. Aujourd'hui, même si son usage est largement interdit, sa mémoire reste vive, son nom synonyme de terreur.
Ce qu'ils représentent devrait continuer à nous hanter, parce qu'ils nous rappellent que les pires atrocités ne naissent pas d'un manque de technologie ou d'organisation, mais de leur utilisation calculée contre ceux qui sont le plus vulnérables. Les cigarettes n'auraient jamais dû exister. Ce n'est pas une exagération, pas un cri moraliste lancé à la légère, mais un constat douloureusement simple quand on regarde le chemin qu'elles ont tracé dans l'histoire humaine. Elles sont devenues l'un des produits les plus meurtriers, et pourtant, elles ont été normalisées, promues, glorifiées. Pendant des décennies, elles ont été vendues non seulement comme un produit de consommation, mais comme un symbole de liberté, de virilité, de sophistication, d'appartenance. Tout cela pour un cylindre de papier rempli de substances toxiques, conçu pour détruire lentement le corps humain. Ce qui est le plus effrayant avec la cigarette, c'est à quel point elle a été acceptée malgré tout ce qu'on savait. Dès les premières décennies du XXe siècle, les liens entre tabac et maladies respiratoires étaient connus. Puis sont venus les cancers, les maladies cardiovasculaires, les complications multiples liées à la grossesse, les effets sur les enfants exposés. Et malgré tout cela, malgré les chiffres accablants, malgré les vies arrachées, les familles endeuillées, les souffrances physiques prolongées, la cigarette a continué d'être produite, vendue, vantée. Elle ne tue pas instantanément, elle s'installe, elle ronge lentement. C'est une mort qui prend son temps, qui vous accompagne dans la routine, dans les moments d'ennui, de stress, de joie, et qui vous laisse croire que vous contrôlez la situation. Elle s'insinue dans la culture, dans les habitudes, dans l'image de soi. Elle devient un rituel, un geste, un réconfort, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le corps finit par payer l'addition, mais l'industrie, elle, a déjà empoché les bénéfices. Ce qui choque, c'est l'intention derrière cette industrie. Les fabricants de tabac ont investi massivement dans la désinformation. Ils ont payé des scientifiques pour semer le doute, retarder les régulations, cibler les jeunes, adapter leurs produits pour renforcer la dépendance. Ce n'est pas simplement une tragédie de santé publique. C'est un système pensé, entretenu, défendu pour tirer profit d'une dépendance létale. Un système qui n'a jamais reculé devant les preuves, mais qui a su, au contraire, les noyer sous des campagnes de marketing soigneusement calibrées. Aujourd'hui encore, malgré les avertissements sur les paquets, malgré les campagnes de prévention, malgré l'interdiction de la publicité dans beaucoup de pays, les cigarettes continuent de circuler. Parce qu'une addiction, surtout quand elle est collective, ne s'éteint pas facilement. Parce que les marges sont énormes. Parce que certaines populations sont moins protégées, plus vulnérables, plus faciles à cibler. L'idée même de devoir payer un abonnement pour utiliser des fonctionnalités déjà physiquement présentes dans sa propre voiture est l'une des dérives les plus absurdes, et pourtant terrifiantes, du capitalisme moderne. Quand on achète un véhicule à 30, 40, voire 50 000 $, on part du principe qu'on achète un produit complet. Une machine que l'on possède, dans laquelle chaque pièce, chaque fonction, chaque option a été payée, directement ou indirectement, au moment de l'achat. Mais ce que de plus en plus de constructeurs automobiles essaient de normaliser, c'est une logique où l'achat ne donne plus vraiment accès à ce que l'on possède déjà. Ce que l'on paie, c'est le droit d'usage temporaire. Même pour ce qui est déjà intégré, activé, prêt à l'emploi. Imaginez le siège chauffant de votre voiture. Le câblage est là, la résistance thermique est là, le logiciel aussi. Tout a été conçu, installé, testé à l'usine. Et pourtant, au moment où vous vous asseyez par une matinée glaciale, votre voiture vous rappelle que cette fonction est verrouillée. Non pas parce qu'elle est en panne, mais parce que vous n'avez pas payé votre abonnement mensuel. Vous ne payez plus pour que votre voiture fonctionne. Vous payez pour qu'elle vous laisse utiliser ce que vous avez déjà acheté. Ce modèle des abonnements aux fonctionnalités est une démonstration éclatante de la manière dont la propriété est en train de se dissoudre dans une économie entièrement tournée vers la captation récurrente. Le but n'est plus de vendre un produit. Le but est de garder un contrôle permanent sur son usage, pour monétiser chaque interaction, chaque confort, chaque utilité. Ce qui est le plus insidieux, c'est que ces pratiques sont présentées comme une forme de flexibilité. On vous dira que c'est pour votre bien. Que vous pouvez choisir,
que vous pouvez activer ou désactiver des fonctions selon vos besoins. Mais en réalité, c'est surtout un moyen de conditionner les consommateurs à accepter l'idée qu'un achat n'est plus définitif. Que tout est temporaire, conditionnel, verrouillé par un serveur distant qui peut désactiver ce que vous croyez vous appartenir. Cette logique ne se limite pas aux sièges chauffants. Elle commence à s'étendre à la navigation GPS, aux systèmes audio haut de gamme, aux caméras de recul avancées, à certaines aides à la conduite. Et demain, pourquoi pas l'éclairage intérieur, les modes de conduite, l'ouverture du coffre main libre. Il n'y a pas de limite technique à ce que les constructeurs peuvent verrouiller derrière un abonnement. Tout dépendra de ce que les consommateurs accepteront. Le pire dans tout ça, c'est que ce n'est pas une question de coût ou de rentabilité industrielle. Les sièges chauffants sont là. Le matériel est déjà payé, déjà installé. Ce n'est pas une option qu'on pourrait ajouter après coup. C'est une restriction volontaire, artificielle, imposée par un logiciel, pour générer du revenu sur ce qui a déjà été vendu. On est en train de vivre un glissement profond, où la possession d'un bien devient une illusion. On achète une voiture, mais on loue l'accès à ses fonctions. On ne possède plus, on accède. Et cet accès, à tout moment, peut être suspendu, modifié, tarifé différemment. Ce modèle ne s'arrêtera pas à l'automobile. Il est déjà en train de s'étendre à l'électroménager, aux objets connectés, à la technologie personnelle. C'est une stratégie globale, transformer chaque produit en service, chaque utilisateur en abonné, chaque besoin en flux monétisable. La seule véritable manière d'y résister, c'est de refuser. Refuser d'acheter ce type de véhicule. Le fentanyl me terrifie. Et ce n'est pas une peur irrationnelle, ce n'est pas une peur construite par les médias ou les clichés. C'est une peur fondée, viscérale, face à une substance dont la puissance dépasse l'entendement et dont les conséquences s'infiltrent partout, des grandes villes aux petites communautés rurales, sans distinction. Ce qui rend le fentanyl si effrayant, c'est qu'il ne ressemble pas à une drogue comme les autres. Ce n'est pas une dépendance progressive, une spirale visible, lente, avec des signes avant-coureurs. C'est une menace instantanée, imprévisible, souvent invisible, parfois fatale au premier contact. Ce n'est pas seulement qu'il est puissant. C'est qu'il est puissant à un degré presque incompréhensible. Quelques milligrammes peuvent suffire à tuer un adulte. Une dose mal dosée, une erreur de coupe, une exposition accidentelle peuvent suffire à arrêter une respiration. On parle ici d'une molécule qui ne pardonne pas. Elle agit vite, brutalement, souvent avant même qu'on ait compris ce qui se passe. Et dans bien des cas, la victime n'avait même pas conscience qu'elle avait pris du fentanyl. Parce qu'il est caché, mélangé, dilué dans d'autres drogues. Apparaît là où on ne l'attend pas. Il n'offre pas de deuxième chance. Ce qui me glace, c'est qu'on ne parle plus simplement de toxicomanie au sens classique du terme. On parle d'overdose massive, de situations où une fête entre amis tourne au cauchemar parce qu'un comprimé contient ce qu'il ne devrait jamais contenir. On parle de jeunes qui prennent une pilule en pensant consommer un simple analgésique ou un relaxant, et qui ne se réveillent jamais. On parle de soignants, de secouristes, de policiers qui manipulent un sachet sans protection et finissent à l'hôpital. Le danger n'est pas seulement pour ceux qui consomment volontairement. Il déborde, il contamine tout ce qu'il touche. Et ce qui rend cette crise encore plus insupportable, c'est à quel point elle a été facilitée, voire déclenchée, par des intérêts pharmaceutiques et économiques qui ont longtemps ignoré, minimisé, voire délibérément caché les risques. Le fentanyl n'a pas émergé d'un laboratoire clandestin perdu dans un sous-sol. Il vient d'abord du monde médical. Il a été prescrit, recommandé, promu comme un antidouleur révolutionnaire. Et même aujourd'hui, dans sa version illicite, il circule avec une fluidité terrifiante. Les moyens de production sont efficaces, les circuits de distribution échappent à tout contrôle, et la demande, alimentée par le désespoir, ne faiblit pas. Ce n'est pas simplement une question de drogue. C'est une crise de santé publique, une tragédie sociale, une alerte sur notre capacité à créer des choses que nous ne savons plus contrôler. Le fentanyl ne laisse pas de place à l'erreur, et pourtant il est partout.
Ils s'infiltrent dans les écoles, dans les quartiers résidentiels, dans les hôpitaux, dans les prisons. Ils ne frappent pas un groupe en particulier. Ils rasent tout, sans distinction. Les armes nucléaires représentent peut-être la plus grande contradiction de l'histoire humaine, une invention née d'une intelligence scientifique extraordinaire, mise au service de la destruction totale. Elles ne sont pas seulement des armes. Elles sont un concept, une menace existentielle permanente, suspendue au-dessus de notre civilisation depuis près de 80 ans. Leur simple existence repose sur une logique terrifiante, la dissuasion par la capacité à annihiler. Un équilibre fondé sur la peur, entretenu par des arsenaux capables de rayer des villes entières de la carte en quelques secondes. Ce qui rend les armes nucléaires si profondément inquiétantes, ce n'est pas seulement leur pouvoir de destruction, c'est leur permanence. Elles n'ont pas été inventées, utilisées, puis abandonnées. Elles ont été stockées, perfectionnées, multipliées. Elles font partie des stratégies militaires comme s'il s'agissait de simples outils logistiques. Elles sont intégrées aux doctrines politiques, aux relations internationales, à l'économie de la sécurité. Leur détonation ne serait pas une erreur locale. Ce serait une rupture de civilisation. Il suffit d'un incident, d'une mauvaise communication, d'un conflit qui dérape, d'un leader instable ou d'un système automatisé défaillant. Et tout bascule. Les villes, les familles, les enfants, les souvenirs, les rêves, tout s'efface dans une lumière blanche aveuglante. Et ce n'est que le début. Car le nucléaire ne tue pas seulement au moment de l'explosion. Il empoisonne. Il transforme les survivants en victimes chroniques, condamnés à vivre avec des corps ravagés, des terres inhabitables, des écosystèmes morts. Et pourtant, le monde continue de vivre avec cette menace en toile de fond. On la banalise. On vit avec. On l'ignore, parce que l'imaginer pleinement serait insupportable. On parle de diplomatie, de traité, de désarmement partiel. Mais en réalité, des milliers d'ogives sont toujours prêtes à être lancées, stockées sous terre, dans des sous-marins, dans des silos. Chacune avec une puissance bien supérieure à celle larguée sur Hiroshima ou Nagasaki. Ce que les armes nucléaires révèlent, au fond, c'est une peur collective si profonde qu'elle nous pousse à croire que le seul moyen d'éviter la guerre totale, c'est de vivre en permanence au bord du gouffre. Une stratégie qui repose sur l'hypothèse que personne ne sera jamais assez fou ou assez désespéré pour appuyer sur le bouton. Mais ce n'est pas un équilibre stable. C'est une corde raide, tendue au-dessus du vide, sur laquelle nous marchons tous, les yeux fermés, convaincus qu'elle ne rompra jamais. Le plus dérangeant, c'est qu'il n'existe aucun bon usage des armes nucléaires. Aucune manière éthique de les utiliser. Aucun scénario où elles seraient la solution. Leur simple emploi signifierait que tout a échoué. Que la diplomatie est morte. Que la raison n'a plus sa place. Que l'humanité a accepté son propre effacement. Il est impossible d'aborder le sujet du communisme sans être confronté à la masse accablante de souffrances humaines qu'il a engendré là où il a été mis en œuvre sous sa forme la plus autoritaire. Des dizaines de millions de morts. Des famines planifiées ou tolérées. Des camps de travail où des innocents ont été broyés par un appareil d'État obsédé par le contrôle. Des systèmes où toute individualité, toute liberté, toute dissidence était vue comme des crimes à éradiquer. Ce n'est pas une exagération rhétorique. C'est l'héritage réel de régimes qui se sont revendiqués du communisme, URSS sous Staline, Chine sous Mao, Cambodge sous Pol Pot, Corée du Nord jusqu'à aujourd'hui. Chacun de ces régimes a, à sa manière, incarné une logique implacable où l'idéologie a primé sur l'humain, où le rêve proclamé d'égalité s'est transformé en cauchemar de répression. Ce qui glace, ce n'est pas seulement le nombre de morts. C'est la nature systématique de la violence. Les famines, par exemple, n'étaient pas de simples catastrophes naturelles. Elles étaient souvent provoquées ou aggravées par des politiques absurdes imposées d'en haut, où les paysans étaient dépouillés de leur production au nom du collectivisme, puis laissés à mourir en silence. L'Holodomor en Ukraine dans les années 1930 est un exemple parmi d'autres. La famine n'était pas une fatalité, c'était une arme.
Les goulags soviétiques, les camps de rééducation chinois, les exécutions sommaires, les purges internes, les procès truqués, tout cela faisait partie du fonctionnement normal de ces systèmes. Le pouvoir se maintenait par la peur, la surveillance, l'humiliation, la disparition. Les gens ne vivaient pas. Ils survivaient. Ils se taisaient. Ils dénonçaient parfois leurs proches par peur de disparaître eux-mêmes. La confiance entre individus a été méthodiquement détruite. Les sociétés entières ont été remodelées autour d'un seul axe, obéir ou souffrir. Et ce qui est peut-être le plus troublant, c'est que tout cela s'est fait au nom d'un idéal. D'une promesse. D'un monde sans classe, sans exploitation, sans injustice. Une utopie proclamée avec passion, avec des mots en apparence nobles, mais dont la mise en pratique a toujours, invariablement, mené à la répression, à l'appauvrissement, à la négation de la dignité humaine. Le communisme, tel qu'il a été appliqué dans ces régimes, a montré à quel point une idée peut devenir toxique quand elle est imposée à coups de baïonnette, sans aucune place pour le doute, pour la diversité de pensée, pour la liberté individuelle. Il est essentiel de comprendre que ce n'est pas une simple page sombre de l'histoire. C'est une leçon sur les dangers du pouvoir centralisé absolu. Sur les dérives possibles quand un État prétend savoir mieux que tout ce qui est bon pour chacun. Quand la volonté d'égalité devient un prétexte pour écraser toute différence. Quand la justice sociale est utilisée pour justifier l'injustice totale. Quand l'idéologie devient religion et que le dogme supplante la réalité. Le communisme, dans sa version historique concrète, n'a pas seulement échoué économiquement. Il a détruit des vies, des cultures, des générations entières. Il a laissé derrière lui non seulement des charniers, mais aussi des cicatrices psychologiques, sociales, morales. Il a prouvé que même les idées les plus séduisantes peuvent devenir les véhicules des pires atrocités, si elles sont mises en œuvre sans humilité, sans limite, sans respect de la liberté humaine. Ce n'est pas simplement un chapitre du passé. C'est un avertissement. Sur la fragilité de nos sociétés. Sur notre tentation de croire en des solutions simples à des problèmes complexes. Sur ce qu'il en coûte quand la pensée unique s'impose comme vérité absolue. Et sur la nécessité, toujours, de défendre la liberté contre les systèmes qui prétendent l'abolir au nom du bien. La guerre par drone, c'est la transformation d'un cauchemar technologique en réalité militaire. Ce n'est plus de la science-fiction. Ce n'est plus un scénario inquiétant d'un futur lointain. C'est d'aujourd'hui, en ce moment, que ça se passe. Et plus on s'y habitue, plus c'est terrifiant. Car ce type de guerre n'a plus rien d'humain. Elle supprime le face-à-face. Elle efface la confrontation. Elle transforme le champ de bataille en une simulation, et les soldats en cibles anonymes, frappés à distance, sans avertissement, sans possibilité de se défendre, sans parfois même comprendre ce qui est en train de se passer. Imagine être sur le terrain, marcher dans un désert, une colline, une rue, peu importe. Tu n'entends qu'un bourdonnement, presque imperceptible, qui devient ton seul signal d'alerte. Il n'y a pas de ligne de front. Pas d'adversaire visible. Pas de cris, pas d'échange, pas même un regard croisé. Tu lèves les yeux, et parfois il est déjà trop tard. Le drone est là, au-dessus de toi, à peine plus gros qu'un sac à dos, presque invisible, et il peut te tuer sur simple validation d'un opérateur à des milliers de kilomètres, bien installé dans une base climatisée. Ce n'est pas de la guerre. C'est de l'élimination ciblée, automatisée, dépersonnalisée. Et c'est précisément ça qui la rend si dangereuse. Parce qu'elle efface la culpabilité. Elle efface le coût moral. Elle transforme la mort en données, en coordonnées GPS, en pixels sur un écran. L'opérateur n'a pas à sentir la chaleur du sang, ni à entendre les cris. Il clique. Il observe une explosion. Il passe à la cible suivante. Ce mode de guerre crée un déséquilibre si profond qu'il devient presque absurde d'appeler ça un conflit. Ce n'est plus un échange de force. C'est une traque. Et dans cette traque, le soldat au sol n'a plus aucune chance. Il ne peut ni riposter ni fuir. Il est observé, évalué, éliminé, souvent sans comprendre pourquoi.
Parfois, ce n'est même pas un soldat. C'est un civil mal identifié. Une famille vivant à côté d'une cible prioritaire. Un enfant qui ramasse un objet métallique. Un rassemblement interprété comme une menace. Les erreurs deviennent des dommages collatéraux. Et la machine continue. Ce qui est le plus glaçant, c'est que les drones réduisent les coûts politiques des guerres. Moins de troupes envoyées, donc moins de cercueils qui reviennent. Moins de pression médiatique. Moins de débats parlementaires. Les dirigeants peuvent mener des campagnes militaires sans avoir à les assumer publiquement. Ils peuvent frapper, menacer, intervenir à bas bruit. C'est une guerre permanente, sans déclaration officielle. Une guerre sans fin, sans champ de bataille clairement défini, sans fin politique claire. Et pendant ce temps, les technologies évoluent. Les drones deviennent plus petits, plus autonomes, plus nombreux. Certains peuvent déjà identifier des visages, suivre des individus, prendre des décisions intelligentes en quelques secondes. On entre dans l'ère de la guerre algorithmique. De la décision létale sans intervention humaine. C'est là que le cauchemar atteint un nouveau palier, un monde où la vie d'un être humain peut être jugée et effacée par une intelligence artificielle, simplement parce qu'il correspond à un profil, un comportement, une anomalie dans un schéma de données. Il faut le dire sans détour, cette évolution devrait être considérée comme un crime contre l'humanité. Non seulement à cause des morts injustifiées, des civils tués, des souffrances invisibles. Mais aussi parce qu'elle déshumanise entièrement la guerre. Elle transforme le meurtre en opération logistique. Elle supprime tout lien moral entre le déclencheur et la conséquence. Et une guerre qui n'impose aucun coup moral à ceux qui la mènent est une guerre qui ne s'arrêtera jamais. Il n'y a pas de gloire, pas de courage, pas de justice dans une guerre menée par drone. Il n'y a que la peur, la domination technique, et l'effondrement de toute éthique de confrontation. On ne devrait pas avoir à vivre dans un monde où la mort tombe du ciel comme un automatisme. Où la guerre se vit à l'écran pour les uns, et en silence pour les autres. Où l'on peut mourir sans être vu, sans être entendu, sans avoir eu une seule chance de parler. Les machines de torture médiévales relèvent presque de l'irrationnel. On regarde ces dispositifs dans les musées, dans des documentaires, dans des reconstitutions historiques, et on se demande sincèrement comment des êtres humains ont pu concevoir des engins aussi méthodiques, aussi sophistiqués dans la douleur, aussi minutieusement adaptés à faire souffrir. Il ne s'agissait pas de punir rapidement, ni même de tuer. C'était une question de contrôle, de domination, de spectacle. Une manière d'instaurer la peur non seulement chez la personne torturée, mais dans toute la société qui assistait, parfois littéralement, à ces scènes. Ce qui frappe le plus, c'est le niveau de réflexion derrière ces machines. On n'est pas dans la brutalité spontanée. On est dans la conception froide, presque scientifique, d'un mal calculé. Le chevalet, qui étire le corps jusqu'à la dislocation. La vierge de fer, un cercueil de métal hérissé de pointes. La poire d'angoisse, un instrument inséré dans le corps pour être lentement ouvert de l'intérieur. Le taureau d'airain, où l'on enfermait une personne pour la faire brûler vivante tandis que ses cris, amplifiés et modifiés par un système d'écho, sortaient comme des mugissements. Chaque appareil semble avoir été conçu pour maximiser non seulement la douleur physique, mais aussi l'humiliation, la perte totale de contrôle sur son propre corps. On peut difficilement imaginer l'état d'esprit nécessaire pour non seulement créer ces objets, mais aussi les utiliser. Et pourtant, ils ont été employés, parfois avec zèle, souvent avec l'assentiment des autorités religieuses ou politiques. Ce n'étaient pas des outils clandestins. Ils faisaient partie intégrante de la justice, de l'inquisition, du maintien de l'ordre. Le bourreau n'était pas un criminel. Il était un fonctionnaire. Et les victimes, souvent, n'étaient même pas des condamnés avérés, mais des suspects, des opposants, des hérétiques, des gens mal vus. L'aveu obtenu sous la torture valait preuve. Le supplice était la procédure. Ce qui rend ces pratiques si glaçantes, c'est qu'elles révèlent à quel point la souffrance humaine peut être institutionnalisée, rationalisée, inscrite dans des systèmes entiers de pensée et de pouvoir. Le Moyen Âge n'était pas une époque de chaos sans règles. C'était un monde avec des lois,
des codes, des procédures. Et pourtant, dans ce cadre structuré, on a laissé prospérer, et même perfectionner, des formes de cruauté qui dépassent l'entendement. Cela rappelle que la barbarie n'est pas l'inverse de la civilisation. Elle peut en être une composante. Et il faut être honnête, ce type de violence ne s'est pas arrêté avec les siècles. La torture a changé de forme, s'est parfois modernisée, camouflée, bureaucratisée, mais elle n'a pas disparu. Ce qu'on voyait dans les donjons médiévaux, on le retrouve, sous d'autres noms, dans les prisons secrètes, les interrogatoires extrajudiciaires, les régimes autoritaires, les zones grises du droit international. Ce que ces machines représentent, ce n'est pas seulement une époque lointaine et révolue. C'est la preuve que l'ingéniosité humaine, si elle est privée d'éthique, peut se transformer en outil de terreur. TikTok et le contenu court en général ont profondément modifié notre manière d'interagir avec l'information, le divertissement et même avec nous-mêmes. Ce n'est pas une exagération de dire que notre capacité à nous concentrer, à nous plonger durablement dans une idée ou un récit, a été altérée. Parce que l'environnement numérique dans lequel on évolue aujourd'hui a été soigneusement calibré pour capter, fragmenter, détourner notre attention à chaque seconde. Chaque swipe, chaque vidéo de 15 secondes, chaque boucle sonore répétée, chaque visage en gros plan qui parle vite, qui gesticule, qui ajoute du texte clignotant à l'écran, tout ça est conçu pour que notre cerveau n'ait jamais le temps de se poser. On ne regarde plus un contenu, on consomme un flux. On ne réfléchit plus à ce qu'on voit, on l'absorbe mécaniquement avant de passer au suivant. On est constamment sur le point de s'ennuyer, alors l'algorithme s'arrange pour injecter juste assez de dopamine pour nous faire rester un peu plus longtemps. Encore une vidéo. Encore une blague. Encore une indignation express. Et à la fin, on ne sait plus pourquoi on avait ouvert l'appli. Ce format court est partout maintenant. Il a dépassé TikTok. YouTube a ses shorts. Instagram a ses réels. Facebook a copié. Même les plateformes éducatives ou professionnelles tentent d'imiter cette formule, persuadées que c'est la seule manière de garder notre attention. Le message implicite est devenu clair. Si ce que tu dis ne captive pas en 3 secondes, ça ne vaut pas la peine d'être entendu. Si ça dépasse 1 minute, c'est déjà trop long. Si ça demande de réfléchir, c'est un obstacle, pas une richesse. Et le résultat, c'est une lente érosion de notre tolérance à l'effort mental. Lire un article entier semble trop long. Regarder un film sans toucher son téléphone devient rare. Se concentrer sur une tâche pendant plus de 10 minutes sans être tenté de faire autre chose paraît presque héroïque. Même les conversations changent. On interrompt plus, on survole les idées, on cherche l'effet immédiat au lieu d'écouter réellement. On parle en clips mentaux. Ce n'est pas que le contenu court est mauvais en soi. Il peut être drôle, créatif, informatif, provoquant. Mais quand il devient la norme, quand il remplace les formes longues plutôt que de les compléter, il déforme notre manière de penser. Il nous entraîne à chercher la gratification immédiate, à éviter l'ennui, à rejeter tout ce qui demande du temps, de la nuance, de la patience. Et c'est là que le danger s'installe. Parce que certaines choses importantes dans la vie exigent qu'on ralentisse. Comprendre un problème complexe. Construire une relation. Apprendre une compétence. Lire un livre. Avoir une pensée critique. Aucune de ces choses ne peut être emballée dans 60 secondes et rendue virale. Mais elles sont précisément ce qui nous rend humains. Ce qui nous aide à grandir. Ce qui nous ancre dans le réel. Le pire, c'est que cette transformation est souvent invisible. On ne remarque pas qu'on a perdu en attention, on se dit juste qu'on est fatigué, distrait, qu'on a trop de choses en tête. Mais en réalité, notre esprit s'est adapté à une cadence qui n'est pas naturelle. Une cadence dictée par des plateformes qui ne se soucient pas de notre bien-être cognitif, mais de notre temps d'écran. Reprendre le contrôle, c'est difficile. Ça demande une forme de discipline. Ça demande de réapprendre à s'ennuyer sans chercher immédiatement une stimulation. De lire des choses longues. D'écouter sans commenter tout de suite. De se déconnecter parfois.
Pas pour devenir nostalgique du passé ou rejeter la technologie, mais pour se souvenir qu'on a encore le droit de penser lentement, profondément, durablement. Et qu'on en a besoin. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.